Bienvenue sur la TFM, sur Question Direct, qui reçoit aujourd'hui M. Tariq Ramadan. On ne le présente pas aux Sénégalais, vous le connaissez, M. Ramadan est professeur d'islam contemporain à Oxford, université au Royaume-Uni, Grande-Bretagne, si vous le voulez. M. Tariq Ramadan, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre livre qui est sorti, ça s'appelle L'islam et le réveil du monde arabe. Est-ce que ce livre aujourd'hui contextualise ce qui se passe dans le monde, notamment en Égypte? D'abord, merci infiniment de votre invitation à cette émission. C'est un plaisir pour moi de revenir au Sénégal et d'être parmi vous. Vous faites référence au dernier livre, L'islam et le réveil arabe. Oui, ça conceptualise malheureusement, ma position intellectuelle de l'époque, il y a 2 ans, qui était celle d'être prudemment optimiste, s'avère être aujourd'hui confirmée par les faits, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Libye, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie même, alors on parle des choses continuent à être très très graves, eh bien la position de principe que j'avais se confirme et c'est un livre dont un certain nombre de positions de principe se voient confirmées aujourd'hui. Pourquoi les frères musulmans en Égypte n'arrivent pas à s'en sortir? Il y a 1 an, quand ils étaient élus, c'était dans l'euphorie générale, parce qu'ils étaient proches des populations, c'est grâce à la politique sociale qu'ils menaient, qu'ils les ont portés au pouvoir. Je crois déjà qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Beaucoup ont parlé du printemps arabe et parlaient essentiellement de la notion politique, le traçage vers la démocratie. Et ce que je disais depuis le départ, si on ne comprend pas en Égypte, comme d'ailleurs en Tunisie, comme dans tout le Moyen-Orient, que les questions essentielles sont de 2 natures. La première nature, elle est économique, et la deuxième est géostratégique. Si on en reste à la question politique, on se trompe. Les frères musulmans arrivent dans un processus dont ils ne sont pas les instigateurs au départ. Ils ne sont pas les gens, ce n'est pas eux qui sont descendus dans la rue. Eux d'ailleurs, l'arrière-garde des frères musulmans a suivi la jeune génération qui était avec ceux qui étaient dans Midan et Tahrir, dans le Tahrir, qui a été le centre de toute la mobilisation. Et puis ils ont été poussés, ils ont suivi, et puis dans le cadre de ce processus, ils ont gagné les élections, mais souvenez-vous, jusqu'au bout ça a été disputé, parce qu'on était à quelques centaines de voix de différence, et puis finalement c'est la moitié, plus de la moitié de ceux qui ont voté. Donc on est à 1/4 de la représentation populaire, pour tout le monde. Donc on est dans une situation extrêmement difficile il y a 1 année. 1 année plus tard, impossible de faire sortir le pays de ces difficultés, pour des raisons de processus démocratique extrêmement difficiles, les questions constitutionnelles, l'opposition qui fait barrage, les salafis littéralistes qui sont une nouvelle force qui s'installe et qui pose des problèmes dans la stabilité du pays. Ajouter à cela une économie totalement dévastée qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, l'Égypte est sous l'autorité du Fonds monétaire international, sous l'autorité de la Banque mondiale. Donc c'est un pays qui est complètement tenu à la gorge. Et ce que j'ai dit à l'époque, il y a 2 ans, le plus grand acteur de tout ce qui est en train de se passer, contrairement à ce que l'on pense, ça n'est pas le peuple seulement. Bien sûr, le peuple s'est soulevé et il faut célébrer ça, mais c'est l'armée. L'armée, quand on parle de l'armée en Égypte, on ne parle pas simplement de l'armée qui tient la sécurité et les armes. C'est un pan qui tient jusqu'à 60% du pan économique du pays. Et donc c'était véritablement un enjeu très important. Avant que ne se mobilise et que l'armée ne donne un ultimatum, j'avais écrit en disant « c'est maintenant qu'on va voir les choses se passer et l'armée, dans les jours qui viennent, va jouer un rôle déterminant ». Pratiquement 6 heures plus tard, l'armée pose un ultimatum au président en lui disant en fait, c'est un ultimatum contre le président qu'ils avaient posé. Et donc, on s'aperçoit bien que l'acteur principal aujourd'hui est l'armée. C'est un jeu très, très important. Et quand je dis l'armée, je dis le pan économique, mais je dis autre chose. Il n'y a pas d'armée et il n'y a pas de force économique sans le soutien américain. C'est parce que l'armée aujourd'hui, c'est elle qui tient l'économie égyptienne, c'est ça? Elle tenait l'économie égyptienne sous Moubarak. Elle a un pan. L'argent qui vient des États-Unis va où? Quand on a pratiquement 3 milliards de dollars qui viennent chaque année, il va où? La majorité de l'argent va à l'armée. Et l'armée, elle est en lien direct avec l'administration américaine. Donc il y a un pan économique, il y a un pan sécuritaire et il y a un pan géostratégique. Souvenez-vous,
il était exclu pour n'importe quelle force politique voulant jouer un rôle dans les 2 dernières années, de pouvoir simplement remettre en cause les accords de paix israélo-palestiniens. Il fallait, donc égypto-israélien, il fallait poser comme un principe. Et donc en l'occurrence, on a eu Israël qui demandait de soutenir Moubarak, et finalement les élus ne remettent rien en cause de ce qui est en train de se passer, parce qu'à l'heure où on parle de ce soi-disant printemps arabe, qui est un réveil avec des cauchemars de ce sommeil profond, eh bien ceux qui payent le prix aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et personne n'en parle, c'est la colonisation lente de tout ce qui pourrait permettre un État palestinien. Aujourd'hui, c'est le peuple oublié de tout ce processus-là, en fait, aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on en parle aussi. Est-ce que ça démontre quelque part que les frères musulmans n'ont pas su transformer la société égyptienne pour récupérer aussi l'économie, pour pouvoir aussi se départir de cette mémise des Américains? Ben écoutez, ce qui est sûr, et vous l'avez dit au début, les frères musulmans arrivent au début du processus avec une popularité qui est due à ce que vous avez dit, proche du peuple, réseaux sociaux extrêmement importants au sens physique, pas au sens des réseaux sociaux d'Internet, solidarité sociale, les pauvres et tout ceci. Et en quelque temps, ils ont perdu leur crédibilité politique. Pas parce qu'ils étaient dans le contre-pouvoir, mais parce qu'ils étaient dans le pouvoir et qu'ils n'arrivaient pas à rendre... Qu'est-ce qu'il fallait? Quels étaient les principaux domaines en Égypte? Il fallait lutter contre la corruption, et la corruption, c'est aussi une partie de l'armée présente, donc la corruption impossible. Il fallait venir avec un projet politique. Un projet politique est une vision, c'est-à-dire une ouverture, absolument pas possible de la mettre sur pied. Une éthique sociale, une justice sociale, c'est-à-dire ce qu'il faisait dans l'opposition, il fallait réussir à le faire dans le pouvoir. Impossible, le pays est asphyxié, pas de politique sociale. Politique éducative, impossible, pas de politique éducative. Politique culturelle, c'est-à-dire aujourd'hui le monde arabe, d'ailleurs comme le monde africain, comme le Sénégal, le grand problème, c'est pas de célébrer la langue française avec la France, c'est de célébrer la culture locale avec la culture locale, c'est-à-dire la richesse de l'Afrique, la richesse de la conscience noire, la richesse d'une histoire, c'est de ça dont on parle. Le monde arabe aujourd'hui, sa langue, elle n'est pas respectée, ils ne la respectent pas eux-mêmes, elle est mal enseignée, elle est mal rapportée, elle fait mal son travail de transmission. La culture arabe, elle est aujourd'hui dans une difficulté à être créatrice, novatrice, productrice d'idées, scientifiques comme littéraires. Ben, où est la politique où sont toutes ces politiques dont on attend? Non, on en est resté les laïcs contre les islamistes à essayer de savoir qui allait prendre le pouvoir. Extrêmement difficile quand en plus vous avez une situation économique qui plombe l'ensemble du débat. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit lucide. C'était en une année, quelle que soit la force politique, extrêmement difficile d'en sortir. Là, ce que les frères musulmans, comme d'ailleurs tous les islamistes à travers la région, ont aujourd'hui perdu beaucoup de leur crédibilité politique et ont dû accepter un certain nombre d'éléments de compromission avec l'économie libérale, avec l'économie capitaliste. Ils sont devenus des capitalistes. Et l'exemple de ceci, qui a fonctionné, parce que c'est une puissance, 17e puissance mondiale en termes économiques, c'est la Turquie. Ce sont des anciens islamistes qui aujourd'hui s'appellent des conservateurs démocrates et qui aujourd'hui ont un pan économique extrêmement puissant sur le plan du capitalisme et un pan religieux conservateur, mais sans toujours faire référence à l'islam et en acceptant la laïcité. Et justement, quand on en parle du printemps arabe, un peu partout en Afrique, il y avait de l'espoir, les gens disaient que ceux qui viennent du bas peuple sont au pouvoir aujourd'hui, que les choses allaient changer. Mais à l'épreuve du pouvoir, on a l'impression qu'il y a une incapacité à transformer ce qui se passait au bas de l'échelle, au sommet du pouvoir. Oui, je crois que vous avez raison. De toute façon, vous savez, les processus de mutation, ils prennent du temps. Je veux dire, tous ces processus-là, en une année, 2 années, c'est rien d'un point de vue historique. Maintenant, ce qu'on aurait pu attendre, c'est qu'effectivement, en faisant tomber le dictateur, autre chose arrive. Mais le dictateur n'était que l'élément de l'État qui stabilisait le pays et le tenait. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on avait en Irak. On a eu Saddam Hussein. Saddam Hussein, il tenait le pays d'une main ferme et il tenait l'économie. Quand il est tombé, le pouvoir politique s'est effrité et le pouvoir économique a été mis sous tutelle. Aujourd'hui, le pouvoir politique irakien est totalement fragile. La protection économique des biens et du pétrole en Irak est totalement protégée.
aujourd'hui, ce qu'on a en Tunisie, ce qu'on a en Égypte, c'est qu'on se rend compte que les forces d'opposition, elles étaient unies contre le dictateur, divisées quant à l'avenir du pays. Et aujourd'hui, on a eu des divisions, incapacité de se mettre d'accord sur des priorités politiques. On était dans un débat totalement stérile. Donc, il faut faire attention à l'émotivité populaire. On était heureux. Moi, quand j'écrivais le livre, je disais attention. Ce qui peut se passer là est extrêmement dangereux, extrêmement fragile. Ça peut fragiliser tout le Moyen-Orient. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, je l'avais dit il y a 2 ans, la Syrie, la Russie et la Chine d'un côté, comme les États-Unis et l'Europe de l'autre, se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. C'est-à-dire on laisse aujourd'hui un conflit de basse intensité, comme le dit le département d'État américain. Il est local, mais il déstabilise toute la région. Et à l'heure où on parle, on déplace le centre de gravité en Syrie, séparation, division entre les chiites et les sunnites. Et qui est-ce qui gagne aujourd'hui sur le silence de tout ce problème-là? Eh bien, c'est la politique aujourd'hui de mainmise économique et puis l'installation confortable d'Israël avec ses intérêts. On est dans un processus de mainmise économique et de déstabilisation régionale et de déstabilisation des intérêts israéliens dans la région. Il faudrait quand même qu'on se rende compte et qu'on arrête d'être naïf. Dès que les peuples se soulèvent et qu'on est critique, c'est pas qu'on est contre le peuple, c'est qu'on sait que parfois derrière le peuple, il y a des gens moins sincères que le peuple et plus cyniques quant à leurs objectifs économiques. Mais quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans toute la sous-région, dans le Moyen-Orient aujourd'hui? Des conséquences extrêmement graves. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est d'abord, une des conséquences psychologiques les plus graves, c'est celle-ci, c'est celle que vous avez dessinée. Un espoir qui se lève et une déception qui donne l'impression qu'on ne va pas y arriver. Alors c'est là, d'un point de vue, moi je veux dire, je parle de l'intérieur d'une foi et d'une croyance, c'est dire non, il faut surtout pas confondre l'élévation spirituelle avec l'élan émotionnel. L'élément émotionnel, quand il retombe, il vous fait perdre tous vos moyens. L'élément spirituel, quand vous retombez, vous dit ce n'est que le début de la lutte, ce n'est que le début du travail, ce n'est que le début de l'éducation. C'est là où il faut apprendre. Il faut apprendre, quand on a reçu une gifle, nous on ne tend pas l'autre joue. On apprend de ce qu'on a reçu. Oui, on ne va pas retaper. Non, retaper, ça c'est même l'émotion. Non, attention, je ne vais pas me laisser faire 2 fois. Donc j'apprends de la gifle que je reçois. Donc ça, c'est le geste d'amour qui consiste à envoyer l'autre joue, dit à l'autre, tu n'es pas le maître de ma réaction. Mais le geste intellectuel qui consiste aussi à dire je vais apprendre de ça, c'est cela qu'il faut faire aujourd'hui. Et là, on doit vraiment apprendre de ce qui vient de se passer. Deuxième élément qui peut être, donc si vous voulez, l'affaissement psychologique peut être problématique. Le deuxième enseignement, c'est effectivement cette énorme division. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, la fracture qui avait commencé, souvenez-vous, dans les années 80, le conflit Iran-Irak, le conflit chiite-sunnite, aujourd'hui a pris des proportions terribles. Jamais, moi je reçois sur mon site des insultes de gens qui soutiennent Bachar el-Assad en Syrie, qui sont chiites et qui disent « toi tu soutiens l'opposition parce que tu es sunnite ». Et donc on a une division qui s'est créée, d'un côté les pays du Golfe, d'un autre côté la tradition sunnite qui s'oppose aux chiites et des leaders religieux qui en ajoutent qui rajoutent à cela des propos qui sont extrêmement difficiles qui pourront rendre impossible l'union, c'est-à-dire se dire mais attendez, c'est qui notre ennemi dans tout ça? On n'est pas des frères et des sœurs dans la compréhension. Alors on peut avoir des désaccords politiques, et moi j'en ai même avec des sunnites, même avec des chiites, même avec des musulmans ou des gens d'une autre tradition. Aujourd'hui on est dans une fracture et ce qui hier nous unissait, la résistance à la colonisation israélienne, la résistance à l'oppression des Palestiniens est en train de nous diviser. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est le deuxième danger. Troisième danger dans la déstabilisation, c'est effectivement aujourd'hui le fait qu'on retourne d'une certaine façon sous le giron de l'autorité américaine et européenne quant à ce qui concerne l'économie. C'est-à-dire retour à la Banque mondiale, retour au Fonds monétaire international. Et vous regardez, tous les pays, ils sont la Libye, l'Irak, l'Égypte, la Tunisie, la Syrie, on ne sait pas ce qui va advenir, le Yémen, sont tous revenus dans le giron. Alors qu'il y avait un espoir, c'est de diversifier les sources économiques avec les pays du BRIC, le Brésil,
La Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie sont des nouveaux acteurs. Tout ça, aujourd'hui, c'est repositionné vers quelque chose qui est un conflit potentiel et une division potentielle. Donc c'est difficile ce qui est en train de se passer là. Tout cela a commencé quand, par exemple, en Égypte, en Libye, les Chinois ont commencé à s'implanter, à vouloir aussi travailler avec les Libyens dans le cas du pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'influence chinoise qui est combattue par rapport à cette situation dans le monde? Économiquement, quand moi je disais attention, le facteur absent de l'ensemble de la démarche, quand on nous parlait l'économie, le politique, la démocratisation, on ne parlait pas. Dans les 7 dernières années, la présence économique dans la région de la Chine a été multipliée par 8. La Chine est en train, il y a une dépendance économique. Dans les bons du Trésor sont tenus par la Chine, américains. Donc on est dans une situation où on ne nous dit pas tout de ce point de vue-là. Ici, dans l'Afrique subsaharienne, ici au Sénégal, ou que ce soit dans d'autres pays de la région, la présence chinoise, elle s'est multipliée, une présence extrêmement habile, pertinente. La Chine n'a pas, par rapport à l'Afrique, le passif de la colonisation, le passif de la domination du passé. Ils viennent et ils collaborent avec des intérêts très clairs, un accord extrêmement clair, mais pas avec ce passif-là. Au Moyen-Orient, c'est exactement la même chose. Et en Libye, comme vous l'avez dit, ça a été un moment extrêmement important parce que Kadhafi, qui, moi j'étais très critique, c'était un dictateur, il gênait l'Occident, il gênait Israël et il gênait beaucoup d'autres pays en leur disant maintenant on va établir une autre relation. Et il voulait que l'institution nationale qui gérait le pétrole, et il l'a dit à la France et il l'a dit aux États-Unis, établisse des relations avec la Chine qu'elle avait commencé à établir. Donc là il fallait cesser ça parce que ça veut dire déplacement encore plus important sur l'Est. Et dans les faits, c'est un déplacement sur l'Est. On est juste en train d'assister aujourd'hui à son retardement. C'est-à-dire de continuer à pouvoir bénéficier de l'argent du pétrole, de continuer à pouvoir bénéficier de cette situation-là pour deux raisons. D'une part, tirer profit du pétrole et d'autre part, sécuriser Israël. Pourquoi? Parce que Israël, par rapport à la Chine et par rapport à la Russie et par rapport à l'Inde, n'a pas du tout la même relation d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez des lobbies aux États-Unis extrêmement puissants de soutien. Mais en Chine, ils ne sont pas du tout sur cette même longueur d'onde. Ils défendent leurs intérêts. Et quand Israël sera contre les intérêts chinois, ben la Chine le fera savoir. En 2006, ils n'hésitent pas à inviter quelqu'un du Hamas et qu'on leur dit « mais c'est un terroriste ». Ils disent « non, nous on invite les élus, nous ». On invite les élus. Vous voulez nous apprendre la démocratie? Il a été élu par le peuple, cet homme. Donc on l'invite. Et donc votre histoire que ce sont tous des terroristes, ça ne nous va pas. Donc il y a une vraie compréhension ici. L'Inde, par exemple, la majorité des Indiens sont pro-palestiniens. Pro-palestiniens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout le même type de rapport. La Russie, elle n'est pas du tout pro-israélienne, avec tout ce passif où il y a eu l'exode de beaucoup de Russes de confession juive en Israël. Donc il faut qu'on se rende compte que ce déplacement économique vers l'Est est en train de remettre en cause beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'en interne, il n'y a pas de réponse par rapport à cette façon de faire, à ce déplacement de paradigme. Alors là où vous avez raison sur cette dernière question, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on m'entend comme ça, on se dit finalement on est des victimes d'un jeu beaucoup plus global. Et c'est là où vous avez raison de dire mais ça ne peut pas être comme ça. La réponse ne peut pas être celle-ci. La réponse, elle ne peut pas être simplement de constater le déplacement. Finalement, nous sommes aussi maîtres de notre destin. Vous savez, il y a une formule coranique qui répond à beaucoup de positionnements de ceux qui ont changé l'histoire. Dieu ne change pas ce qui est en un peuple si ceux-ci ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Est-ce que ce peuple est conscient? Exactement. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il y a une conscience de soi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte? On n'est pas toujours les victimes des autres. Si, par exemple, vous savez, Ben Abi, un penseur algérien, disait « Nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables ». C'est-à-dire que la force de l'autre, c'est notre faiblesse à nous d'abord. Et donc nous, on a un vrai problème de 3 niveaux. Un, c'est un problème intellectuel, un problème de positionnement, un problème d'assurance, un problème de fierté, pas de fierté arrogante. C'est pas quand Sarkozy dit que l'Afrique n'est rien, de lui dire non, on est quelque chose. Non, ça c'est un jeu, ça. C'est rien, ça. C'est l'affirmation de ce que l'on est, l'affirmation de la dignité de soi, la conscience, ce que j'appelle être un sujet de son histoire.
C'est mon histoire. Et pour être un sujet de son histoire, il faut faire travailler sa tête, il faut avoir le cœur à l'ouvrage et il faut avoir une dignité. Mais cela passe par l'éducation. Ça Dans passe nos par, pays, c'est ça le problème. exactement. Ça passe par l'éducation, ça passe par la conscience de soi, ça passe par non pas de se définir contre, mais de se définir pour soi. Ça, c'est déterminant. La deuxième des choses qui est celle sur laquelle on doit travailler, c'est que c'est quand même pas l'Occident que l'on diaboliserait, qui est le seul responsable de la corruption que l'on entretient. La corruption, si elle a lieu dans les pays qui sont les nôtres, au Sud, en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est quand même nous les premiers responsables, c'est quand même les citoyens, c'est quand même les autorités. On n'est pas... L'Occident joue de notre... nous achète là où nous sommes prêts à nous vendre. Quand on est corrompu et prêt à se vendre, ben, ils nous achètent. Donc voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est dans une situation où nos autorités politiques, où nos intellectuels manquent d'éthique quant au positionnement politique, manquent de clarté, manquent de courage. Nous avons besoin de politiques courageux. Nous avons besoin d'intellectuels courageux qui se lèvent et qui se disent non, ça ne se passera pas comme ça. Notre histoire, nous allons la faire. Vous savez, Mandela, qui est pendant ces derniers temps dans une situation et dans une santé extrêmement difficile, il y a une chose quand même. Il a été traité de terroriste. Quand il est sorti en 1994 et qu'il est devenu ensuite le président, il y a une chose que personne ne pourra lui reprocher. C'est qu'à un moment donné, il est resté clair. Il dit, la façon dont vous m'avez appelé, moi, terroriste, eh bien aujourd'hui, je parlerai avec tous les résistants. Il voulait voir les résistants et il avait cette conscience-là. Il avait du courage parce que célébrer une icône de la résistance, c'est bien. Je veux dire, même les États-Unis maintenant le célèbrent. Ceux qui ont soutenu l'apartheid pendant 2 décennies, quand lui il était en prison, maintenant il est devenu une icône. Non, c'est pas ça. Ce qui est le plus important pour nous, la conscience africaine, c'est de voir dans tous ceux qui ont traversé cette histoire de l'Afrique, ceux qui sont restés debout, qui n'ont pas forcément été violents, mais qui ont été courageux, et donc qui luttent contre la corruption, puis qui ont un projet politique, et puis qui collaborent aujourd'hui en comprenant une chose, c'est que l'Afrique ou le Moyen-Orient ne s'en sortira pas sans 2 exigences. Okay. La première, c'est la collaboration Sud-Sud. C'est-à-dire, au lieu de parler à Washington, ou au lieu de parler à Londres, ou au lieu de parler à Pékin, il faudrait peut-être qu'on se parle un peu. Oui, il faudrait qu'on se parle un peu, c'est-à-dire qu'on ait des relations Sud-Sud. Et la deuxième des conditions, c'est le multilatéralisme. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire. La Chine, le capitalisme chinois n'est pas un capitalisme plus moral que le capitalisme américain. C'est même pire. On envoie des gens qui sont condamnés à mort faire un travail. On les traite très très mal. On a des conditions de travail. Le capitalisme chinois n'est pas un capitalisme de la dignité. Mais dans le rapport des forces, les pays du Sud doivent jouer sur les rapports des forces, jouer sur la multilatéralité pour essayer de s'en sortir. Tout ça, on ne le voit pas. On ne se parle pas et on ne joue pas sur la diversité. On est obsédé par l'axe occidental. On a un problème dans le monde arabe comme dans le monde africain, c'est qu'on est dans les vieux schémas de la relation avec l'Occident, parce que la colonisation, elle n'a pas été simplement politique, elle a été intellectuelle. On a des esprits colonisés. Et le colonisateur a réussi une chose qui est la plus grande des perversions, c'est de nous faire croire qu'on ne devait se libérer que de lui. Donc il nous obsède. Il est l'obsession de notre propre colonisation. Mais le problème fondamental, c'est dans nos pays, ceux qui sont debout, qui veulent se battre, sont combattus par de pauvres frères. C'est vrai, mais à partir d'un certain moment... On voit le cas de Thomas Sankara. Ben, exactement. Thomas Sankara, que moi j'étais allé rencontrer à l'époque où il était dans cette résistance-là, il a été trahi par son propre frère de lait, mais avec les puissances occidentales. C'était à un moment donné, la France a dit « Sankara, ça suffit ». Et donc on a cessé le projet. C'est une expérience historique spécifique, elle est particulière. On doit en tirer des leçons, c'est-à-dire que le processus de libération de l'Afrique se fera si les Africains savent se parler. C'est-à-dire que les Africains se reconnaissent comme Africains. Comment peut-on se libérer cette Afrique si elle continue à réfléchir, à parler dans la langue étrangère? Vous et moi, on parle français. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que la langue, elle est un instrument quand notre esprit, c'est les finalités. Si notre finalité, c'est la langue, alors nous sommes colonisés. Si notre finalité, c'est notre dignité, alors la langue n'est qu'un moyen. Il faut faire de la langue un moyen, jamais une finalité. Vous savez, Kant disait, le philosophe disait, traite les hommes comme des fins, jamais comme des moyens. Eh bien, ça c'est la dignité. Traite la langue comme un moyen, jamais comme une fin.
C'est un moyen de communication. Et moi, quand je suis aujourd'hui, pourquoi est-ce que je gêne énormément les Français? Parce que je parle français comme eux. Ça c'est gênant, ça. C'est-à-dire, ah, tiens, maintenant, ils parlent français. Ben oui. Ce avec quoi vous nous avez colonisé est l'instrument de notre libération. Et nous ne pensons pas à ce que le moyen est le moyen de votre colonisation. Quand nous maîtrisons le moyen, nous libérons notre esprit. Pour quelle finalité? Notre dignité, notre liberté et la justice. Donc, à partir d'un certain moment, réussir à répondre en français à Sarkozy, qui vient dire en français aux Africains « vous n'êtes pas entrés dans l'histoire », et bien de lui dire que non seulement nous sommes entrés en histoire, et en français, nous la construisons, la nôtre d'histoire. Notre meilleure réponse est en français de lui dire dans son français que peut-être le français a lui un manque dans sa lecture historique. Mais dans les faits, si on regarde ce qui se passe dans la sous-région, au Mali aujourd'hui, il a fallu que l'armée française interviennent pour que le Mali ne soit pas sous le joug de ceux qui sont appelés les islamistes. Oui, alors ça c'est encore une histoire encore plus complexe parce que là, vous savez, moi j'ai été critiqué par des amis maliens parce que j'ai pris des positions contre l'intervention française. On dit mais on n'avait pas le choix. Alors évidemment, ça c'est un jeu politique, là on est dans d'autres... L'idée que la France-Afrique s'est terminée, ça c'est une vue de l'esprit. La France-Afrique elle est toujours là et dans tous les pays. Toute la question est de savoir quels sont ceux qui sont prêts à prendre des positions de plus en plus indépendantes. Ce qui s'est passé, moi quand j'ai visité le Mali il y a 10 ans, puis je l'ai visité il y a 6 ans, ce processus d'installation de ces terroristes ou de ceux des extrémistes violents, on les appelle tous des islamistes. Maintenant on a une inflation terminologique, tout le monde est devenu islamiste, c'est-à-dire l'islamisme c'est de Ben Laden à Rached Ghannouchi en Tunisie, ou même Erdogan en Turquie. Donc déjà il faut que nous on soit très très clair sur la terminologie. On avait au nord du Mali des salafis littéralistes et qui étaient violents, c'est-à-dire qu'ils utilisaient la violence et qui avaient des positions très extrêmes parfois dans le fait de pouvoir tuer les gens avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Cette position, moi je l'ai condamnée tout de suite. Parce qu'il faut qu'on prenne des positions de principe. Comme savants musulmans, quand on a ça, on dit non, 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 non. Ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est une utilisation de l'islam, donc il faut qu'on prenne une position claire. Qu'on ait pris une position claire sur leur position religieuse ne veut pas dire qu'on est naïf sur le plan politique. Parce que si on avait regardé ce qui se passait en Afghanistan, on s'aperçoit qu'en 1994, je l'avais écrit dans un livre en 1994, en disant que ces mouvements des talibans n'étaient pas du tout politiques. Qui les a poussés sur le plan politique pour résister aux Russes? Les Américains et les Saoudiens. Ils les ont poussés, ils n'étaient pas du tout politiques. Donc quand on a utilisé des gens très sincères religieusement et totalement naïfs politiquement, on les a exposés. Là aujourd'hui, on a au Nord Mali des gens qui ont un peu le même profil. Et tout à coup, on les installe ici. Alors moi, j'avais 3 questions à poser. Comment ça se fait qu'ils viennent s'installer au Sahel? Pourquoi là? Comme on pouvait se poser la question, mais pourquoi en Afghanistan? Première question. Deuxième des questions, pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi plus vite? C'est-à-dire, ils étaient là, on a attendu qu'ils s'installent, qu'ils prennent des villes, puis ensuite, appeler la France. C'est-à-dire, on les a laissés s'installer, puis ensuite, on a constaté notre impuissance. Je veux dire, l'armée africaine, l'armée du Mali ne pouvait pas faire au début ce qu'a fait la France après avec 3000 hommes. Mais si l'armée malienne ne peut pas faire ce que la France a fait avec 3000 hommes, on se demande à quoi sert cette armée. Et troisième, parce que moi j'ai eu même des témoignages de gens qui me disaient notre intervention sur le terrain, elle est comme si nous voulions les radicaliser. À des moments donnés, nos autorités, nos commandements militaires nous demandent d'exécuter des gens qui ne sont pas armés. Attendez, vous exécutez des gens qui ne sont pas armés, pourquoi? Pour les pousser à... C'est quand même bizarre qu'on n'ait jamais de prisonniers dans cette affaire. Il n'y a jamais de prisonniers. C'est-à-dire qu'on nous dit que Ben Laden, il était désarmé, on le tue quand même. Et on va nous le mettre dans la mer en nous disant c'est islamique. On va nous enseigner l'islam en nous disant c'est islamique. Maintenant, il y a une nouvelle fatwa, c'est que le corps d'un mort, on le met dans la mer. Et on nous dit c'est islamique. Donc là, on a des choses qui ne vont pas du tout. Donc ça, c'est la deuxième des questions. Et la troisième des questions par rapport à la question du Mali, c'était dans cette région-là, il y a des réalités géostratégiques dont on ne nous parle pas. Et en particulier, après la chute de Kadhafi, et le sud de la Libye et le sud de l'Algérie. Alors, première des questions, quand je suis venu, et moi j'avais rencontré il y a 3 ans, quand on avait eu le colloque international des musulmans dans l'espace francophone, on l'avait eu au Mali dernièrement, et j'avais eu une discussion avec le président à ce moment-là, qui me faisait part à ce moment-là de son incompréhension de la politique française dans la région, et qui lui avait une politique où il fallait frapper fort,
Et j'avais rencontré des soldats de l'armée qui me mettaient en évidence, mais pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas? Comme si on les avait laissés s'installer. Moi, j'ai une question à poser. Comment se fait-il que partout où, alors c'est la réponse en même temps à la deuxième question, où on trouve des ressources pétrolières, en gaz, en lithium et en uranium, s'installent des forces totalement non maîtrisées et qui sont des extrémistes. Ça s'est passé en Afghanistan, et là ça se passe au nord Mali. Mais personne ne parle de ça. Et on les laisse s'installer, et tout à coup la France intervient. Alors évidemment, je comprends moi les Maliens, je comprends même les musulmans qui ont dit il faut saluer la France qui vient nous libérer, parce que qui allait le faire? Mais en même temps qu'on a salué ceci, il faut quand même ne pas être stupide et naïf sur les intérêts de la France à le faire. La France a annoncé au moment où elle le faisait qu'elle allait s'installer pour longtemps. Elle a commencé à s'installer dans la région. Et là, tout à coup, on apprend que le bassin de la Mauritanie, le bassin du Mali, le bassin du Niger regorge de potentialités en pétrole, en gaz et en uranium extraordinairement importants, sans compter que ceci donne accès aussi au sud de la Libye et à l'Algérie, qui a participé. Tout à coup, on a eu une chose absolument sidérante, la prise de ce complexe pétrolier surprotégé par des gens comme ceci. On dit, mais comment ça se fait qu'il l'ait pris? Alors quand on pose des questions, on dit « Ah, vous êtes un conspirationniste ». Mais non, je condamne ce qui doit être condamné, je pose des questions sur ce sur quoi on doit poser comme question. Parce que j'ai condamné par exemple les attentats du 11 septembre. Et je dis que les attentats du 11 septembre, ceux qui les ont faits, ont agi contre les valeurs de l'islam. Mais j'ai une question, comment ça se fait qu'on trouve un passeport intact dans les décombres? Et j'ai le droit de poser cette question, je trouve ça absolument sidérant. On trouve un passeport qui n'a pas été touché. Comment ça se fait que des imbéciles laissent une voiture avec un manuel de pilotage en arabe, alors que tous les cours se donnent en anglais? Pour envoyer quel message? On n'est pas des imbéciles quand même. Donc j'ai tout de suite demandé des commissions d'enquête indépendantes. Je l'ai demandé aussi en Angleterre, le 7 juillet, le 7 juillet 2005. Eh bien, moi, je suis pour la condamnation de ce qui doit être condamné, mais je ne veux pas qu'on me prenne pour un idiot et qu'on me dise chaque fois que je pose une question conspirationniste. Non, celui qui pose des questions veut avoir des réponses claires à des questions claires. Parce que quand on nous dit, par exemple, qu'un certain nombre de personnes étaient en relation avec des services de renseignement, on se dit, mais attendez, c'est quand même bizarre. Le jeune en France, Mohamed Merah, un article d'une page en Italie, met en relation ses relations avec les services de renseignement français, qu'il le suivait en Pakistan, qu'il le suivait au Moyen-Orient et qu'il le laisse faire quand il arrive en France. On lui dit, mais attendez, on peut avoir des réponses à ces questions-là? Ou alors il faut qu'on se taise au nom de la sécurité. Qui aujourd'hui a intérêt à pousser certaines actions et à justifier par ces actions une politique au nom de la guerre contre la terreur? C'est ça qui est en train de se passer. Cette guerre contre la terreur, avec ce qui se passe au Mali, on a vu la visite de Barack Obama au Sénégal, qui est l'un des pays francophones qu'il a visité. Le Mali, ici à côté. Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité intérieure des États-Unis qu'Obama a été au Sénégal? Oui, alors bon, de toute façon, il est évident que il est venu ici, il vient au Sénégal, il parle de la sécurité, il parle d'un certain nombre de positionnements. Il est allé loin d'ailleurs dans son discours par rapport à... Il a voulu montrer un visage de quelqu'un qui comprend la culture mais qui pose des principes, parce qu'il est... Barack Obama est un président intelligent. Il est nettement plus intelligent que son prédécesseur, ce qui n'est pas difficile. Mais il fait partie d'un système. Et ce système-là, c'est un système qui défend ses intérêts, partout. Donc la visite au Sénégal, c'est une défense des intérêts géostratégiques dans la région. Et un des pays clés va être le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire est en train de revenir maintenant dans une position extrêmement importante avec, à la présidence, Alassane Ouattara. Ces deux pôles sont extrêmement importants pour la stabilité en Afrique de l'Ouest. Tout ce qui est en train de se passer, Niger, Mali, Libye, et ensuite un peu plus loin l'Algérie. Donc il vient parler de sécurité, bien sûr, mais derrière la sécurité, vous savez, derrière la sécurité, il y a plein d'éléments géostratégiques et économiques. Je veux dire, la sécurité, ça cache plein de choses. Je veux dire, par exemple, en Europe aujourd'hui, quand on vient, on nous dit immigration et sécurité. On nous dit islam et sécurité. Alors un jour, j'étais dans une rencontre au niveau européen, je lui dis, mais je ne vois pas le rapport là. Islam, on est des citoyens européens, et sécurité, quel est le problème? C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation d'un certain nombre de concepts, de les relier comme ceci à des fins géostratégiques et économiques. Donc les États-Unis sont en train de perdre l'Afrique
s'ils ne font pas en sorte de pouvoir se repositionner par rapport à la présence de la Chine. La Chine aujourd'hui a un taux de pénétration beaucoup plus important. Je vous rappelle une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que la Turquie, depuis maintenant 7 ans, avec la promotion de cette philosophie politique qui était de pas de conflit à nos frontières, eh bien, a développé une politique de promotion africaine en ouvrant, maintenant on doit être à 40 ambassades turques en Afrique. Donc il y a une vraie compréhension des enjeux, c'est-à-dire en ressources minières, et en ressources de population aussi, et en ressources économiques, c'est-à-dire que l'Afrique va jouer un rôle très très important. Alors, justement, est-ce que les dirigeants africains comprennent ces enjeux aujourd'hui? Est-ce qu'ils apprennent une réponse par rapport à cela? Ou bien qu'ils vont subir encore ce qui va être mis en place? Ben écoutez, c'est ça le problème, c'est le cercle vicieux de l'action politique aujourd'hui. Je vous dirais franchement que 70% des autorités politiques le comprennent. Vraiment, ils le comprennent. Maintenant, il y a deux solutions. Le comprendre en se disant « je vais sacrifier mon mandat politique au nom de principe », je vais avoir le courage de développer une politique du Sud, ou alors je vais jouer le jeu à l'intérieur, c'est-à-dire être célébré par le Nord, garder le pouvoir pendant quelque temps, être réélu si cela se peut. Vous avez vu vos propres élections, je veux dire, le président qui a précédé votre président, est-ce qu'il s'est passé, la corruption, et on se dit, mais attendez, il y a 15 ans de ça, j'entendais un autre discours de cette même personne. Et j'en ai vu combien, moi, de ceux qui ont été élus, qui avaient un autre discours avant d'être élus. Quand vous entrez dans... La politique est corruptrice. Et ceux qui vous laissent y parvenir, ils mesurent toujours votre degré de corruptibilité. Pour savoir combien est-ce qu'on va rester droit, oui, ça veut dire, à des moments donnés, être parfois faire face ou à la prison, ou à sa propre mort. Il y a une notion de ce sacrifice-là. Et la deuxième des choses, c'est qu'on doit avoir aujourd'hui, il faut voir se créer maintenant un pôle de ces acteurs politiques qui sont d'accord de se regarder en face entre les pays. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que le Sénégal parle plus à la Côte d'Ivoire, qui parle plus au Mali, qui parle plus au Togo, qui parle plus au Burkina Faso, qui parle plus... Mais quel rôle que doit jouer la société civile dans ça? Ben ça, c'est la société civile qui doit... Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, la première des choses, c'est la conscience qui doit naître de la société civile. Je pense que beaucoup trop d'Africains sont devenus des Africains paresseux en termes de combat politique. On parle de conscientisation politique. Et puis les victimaires. On développe la pensée victimaire. C'est l'Occident qui fait tout, c'est eux tous les corrompus, et on passe son temps sur Facebook et on passe son temps sur les réseaux sociaux à dire que c'est eux, à être dans... Alors là, pour le coup, le complotisme, c'est-à-dire que, vous savez, il y a une étude américaine qui est sortie en montrant les effets d'Internet sur la conscience et en mettant en évidence que ça produit cette espèce d'idée qu'il y a des complots partout, il y a des réseaux. On construit dans sa tête des réseaux politiques comme on a un réseau informatique qui dirige comme ceci, il y aura quelque... Et donc, quand vous pensez qu'il y a un complot général, vous perdez en responsabilité. Plus il complote, moins je suis responsable. Mais je deviens responsable quand je vais dire, attendez, je vais arrêter ceci, je ne vais pas être dans le complot tout le temps. Il y a des responsables ici. La société civile doit se réveiller. Les femmes, les hommes doivent travailler ensemble, beaucoup plus, à réveiller cette conscience. Je vais vous dire une chose, moi depuis le temps que je viens en Afrique, et quand on fait maintenant le colloque international des musulmans, on l'aura chez vous au mois d'août, ici, chaque fois que je suis venu, ça fait maintenant, on a commencé en 2000, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble et je venais, là maintenant je reviens au Sénégal, ça fait 31 ans, ma première visite au Sénégal, c'était en 82, je suis venu pour la première fois. Eh bien, quand on vient ici, je rencontre des intellectuels, des hommes, des femmes, debout, avec une conscience, avec une éducation, je le rencontre dans tous les pays africains et ils arrivent très très vite avec leur conscience parfois au sentiment d'impuissance. Bon alors soit ils partent, ou soit ils restent, et quand ils restent, ils sont plutôt timorés qu'affirmés. Il faut qu'on sorte, il faut que ça se libère. Ils doivent passer par un processus de libération. Un de mes livres s'appelle « La réforme radicale, éthique et libération ». Il faut libérer nos têtes, il faut libérer nos corps, et nos cœurs, il faut libérer nos consciences, et puis il faut s'affirmer. La société civile doit jouer un très très grand rôle. Il faut beaucoup compter sur les femmes qui, en même temps qu'elles affirment leur présence en tant que sujet par rapport aux musulmans qui comprennent mal leur religion et qui mélangent tout. Mais comment peut-se lutter dans un contexte de pauvreté? Oui, le contexte de pauvreté, vous avez parfaitement... Il y a deux choses qui touchent. Le contexte de pauvreté et le contexte de l'éducation
pourvu pour tout le monde. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais ça, c'est un constat. Entre les deux, il y a quand même des femmes et des hommes qui ont l'éducation, qui ne sont pas si pauvres que ça. Il y a une classe qui est... on sait, le système africain, la réalité africaine, c'est un petit nombre de très très riches et une massive présence de gens très très pauvres. Entre les deux reste aujourd'hui qu'il y a une conscience. Il y a des hommes et des femmes, comme vous, qui êtes journalistes, comme énormément d'acteurs de la société civile, ils sont là. Quel est le rôle justement peut jouer la finance islamique dans ce genre de situation? Vous te compte efficacement qu'on a... Alors ça, c'est un autre sujet. Vous savez, moi j'ai lancé une opération, d'ailleurs on est associé dans l'organisation du colloque, qui est le Centre de législation islamique et d'éthique. Ce centre de législation islamique et d'éthique travaille sur 10 domaines. Un d'eux est l'économie. Et moi, cette idée d'économie islamique comme ceci, où on aurait une économie alternative toute faite, ça n'existe pas. Par contre, on a une éthique islamique en économie. C'est-à-dire que l'économie, elle a ses règles, l'offre, la demande, les réalités auxquelles on doit faire face. Et puis, il y a des moyens. Et ces moyens-là sont des moyens qui sont en même temps pousse à la finalité de l'économie. Quand on pense aux moyens, on pense à la finalité de l'économie, c'est-à-dire le refus de l'usure et de l'intérêt, puis surtout de la spéculation. Toute notre économie aujourd'hui, dans l'économie virtuelle, c'est la spéculation qui mène, qui dirige finalement et qui a permis, je veux dire, dans tout ce qui a été la crise de 2008, dans toutes les opérations de surcrédit et tout ceci, voilà, ces réalités-là ont fait en sorte que la société on subisse les conséquences de cette crise-là. On a des éléments de protection dans l'éthique islamique en économie. Maintenant, tout ce discours qui était de dire oui, il suffit d'établir ces principes, on aurait été protégé, c'est pas vrai. En fait, ces institutions dites islamiques, elles n'ont pas été touchées par la crise, non pas parce qu'elles étaient plus éthiques, mais parce que leur secteur d'activité n'était pas dans le domaine qui était touché. Donc c'était deux secteurs différents. C'est pas qu'on était mieux, c'est qu'on était ailleurs. Donc il faut quand même qu'on soit honnête avec ça. En termes d'analyse politique, c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cette économie islamique, telle qu'on l'a, elle a les moyens d'offrir une pensée alternative? À l'heure où je vous parle, je ne le pense pas, pour une raison. C'est que malheureusement, beaucoup dans l'économie islamique, ce qu'ils appellent la finance islamique et l'économie islamique, en fait, veulent changer les moyens pour parvenir au même résultat. On veut faire le même argent, on veut faire le même profit, en disant « Ah ben ça, c'est des bons moyens islamiques, c'est des moyens halal pour faire le même... » Non, le même résultat. C'est pas ça qu'on veut, nous. On ne veut pas une économie du profit qui ne tienne pas compte de la dignité humaine. On ne veut pas des hommes qui soient au service de l'économie, on veut une économie qui soit au service des hommes. C'est-à-dire que le fondement même de l'économie, on doit le questionner. Le fondement même de ses finalités. Le but, c'est de ne pas faire autant d'argent avec les mêmes moyens, c'est de changer les finalités de l'économie. Et aujourd'hui, ceci, on ne l'a pas. Le discours, on est très content. On dit, bon, ben, une grande banque a ouvert un secteur qu'on appelle Sharia compliant, c'est-à-dire en accord avec la Sharia. Et vous arrivez dans la banque et on vous dit là, c'est un bureau où c'est islamique. Donc vous avez un bureau halal et toute la banque est haram, quoi. Et vous dites, ah ben c'est bien, ça c'est islamique, on est content. Mais non, je veux dire, c'est encore pire ça, parce que le bureau halal confirme l'ensemble de tout le système qui est un système de l'économie libérale qui tue. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce matin où vous êtes réveillé, ce soir où vous allez vous coucher, on en est à près de 150 000 femmes et hommes mortes de ce système-là. Ça, c'est un terrorisme silencieux. Il n'y a pas d'armes, mais il y a de la mort. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de sang visible, mais il y a des gens qui meurent d'inanition, de faim et de soif. C'est ce système-là qu'on veut? Moi, je veux islamiser ça? Non. Non, non, ça, c'est pas éthiquement, c'est ni chrétien, c'est pas juif, c'est pas musulman, c'est pas bouddhiste, c'est pas hindou, c'est pas en accord avec les droits humains. Alors tous ceux qui célébreront les droits humains de cette économie-là, je leur dis non. Les droits humains dont on parle en politique pour oublier ce que l'on fait en économie, eh bien aujourd'hui on va rendre plus humain l'économie dominante. Et c'est là où les sociétés civiles, c'est là où nous devons être beaucoup plus impliqués. Mais la première chose dont vous savez, implicitement dans toutes vos questions, il y a quelque chose de très très fort qui ressort. C'est de dire, c'est quel est le pouvoir que nous avons? Est-ce que nous avons un pouvoir? Ben déjà, nous avons le pouvoir de la conviction, c'est intellectuelle. Moi, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui ne croyaient pas en Dieu et qui croyaient en l'homme.
et qui était debout, qui était droit. Et puis je crois que quand on croit en Dieu, on ne peut pas se permettre d'être assis. On ne peut pas se permettre d'être assis, on doit être debout. Notre spiritualité, c'est une spiritualité de gens qui se lèvent la nuit parce qu'ils vont changer le monde pendant le jour. Parce que c'est ça que moi j'ai compris de ma foi. Moi j'ai compris ma foi en suivant un homme. Et cet homme-là, c'est celui dont la religion nous dit « Il y a dans ce prophète, dans ce messager-là, paix et bénédiction de Dieu sur le meilleur des hommes. » Et qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il était assis, il se plaignait du monde, il a changé le monde. Il priait plus que tout le monde la nuit, mais pas pour dormir le jour. Pas comme certains qui vont faire le ramadan. Le ramadan arrive là maintenant. Eux, ils inversent tout. C'est-à-dire, ils mangent comme 4 pendant la nuit, ils dorment comme 3 pendant le jour, et puis ils disent ça c'est le ramadan. Non, ça c'est pas le ramadan, c'est juste une inversion du temps. Oui, ça c'est pas le ramadan. Vous avez posé un débat fondamental. Vous êtes venu dans un pays aujourd'hui où il y a des questions sensibles qui sont évoquées. Le président américain a posé le débat sur l'homosexualité au Sénégal. Oui. Quelle est la position fondamentale que vous avez par rapport à cette question bien précise? Écoutez, je crois que votre président lui a répondu en disant que culturel, lui a répondu plutôt sur le plan culturel ou sur le plan de la société, elle n'était pas prête à ça. Moi je dirais que ce que nous avons comme responsabilité, c'est de dire, écoutez, nous avons une foi et nous avons des principes. La foi musulmane, comme la foi chrétienne, comme la foi juive, comme la foi bouddhiste, le Dalai Lama a pris une position là-dessus, eh bien, est opposée à l'homosexualité. Et toute colonisation qui passerait de la colonisation politique par l'imposition économique et par l'imposition culturelle en nous disant au nom de notre progrès, suivez-nous dans nos dérives, on leur dira non. Nous, si on a une chose à faire, c'est de nous rappeler une chose. Nous, en tant que musulmans, à la lumière de tous, parce que Dieu a fait de toutes les religions dans l'histoire des témoins au moment où ils sont venus. Les témoins de leur temps étaient les juifs. Les témoins de leur temps étaient les chrétiens, les témoins de notre temps, ce sont les musulmans, comme les témoins, là où ils sont en Extrême-Orient, dans le confucianisme, dans le bouddhisme ou l'hindouisme, qu'est-ce que c'est? Nous vous avons établi comme une communauté du juste milieu. Pourquoi? Pour que vous soyez des témoins devant les gens. Qu'est-ce que c'est un témoin? Un témoin, c'est à celui qui voudrait lui imposer, au nom de son pouvoir politique ou économique ou quoi que ce soit, une façon de penser, on lui dit non, moi j'ai des principes et je suis le témoin de ceci. Moi, mon témoignage, je crois en Dieu, je crois que le projet divin, il n'est pas celui de l'homosexualité. Il n'est pas une femme avec une femme, un homme avec un homme, il est un homme avec une femme. C'est ma foi profonde. Maintenant, vous allez des gens qui vont faire ce choix-là, on va leur dire, écoutez, je respecte qui vous êtes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Mais ne me demandez pas, au nom de ce que vous faites, d'établir des lois qui accepteraient ce que je considère comme n'étant pas juste. Donc, j'ai le droit, en tant que citoyen, de dire ma conviction. Et le peuple sénégalais, la meilleure réponse qu'il peut donner au peuple américain, c'est de dire, vous faites vos choix en conscience, nous les faisons en conscience. Et notre dignité, elle est celle-ci. Mais ne venez pas nous imposer, au nom de la domination économique, un modèle culturel ou un modèle religieux qui n'est pas le nôtre. Et c'est là où l'Afrique doit faire extrêmement attention. Parce que sensiblement, par les moyens Internet, par les puissances des médias, on voit une jeunesse aujourd'hui qui n'a plus conscience. Alors quel est le bon moyen de résister à ces moyens, à ces réseaux? Eh bien, c'est une meilleure éducation. Et là, le cercle est vicieux. Peu d'éducation, plus d'exposition sur Internet, perte des valeurs, plus de perte de valeurs, et c'est la dissolution de la société. Et moi, c'est ceux des jeunes qui nous voient là maintenant, c'est leur dire, attendez, au lieu de... Parce que moi, je vois des gens qui viennent vers moi et qui me tapent sur l'épaule, ils me disent, c'est bien, tu résistes, bravo pour ce que tu fais. Je dis, mais attendez, c'est pas une personne qui compte, la personne, c'est rien, c'est le message qui compte. À tous les jeunes qui nous regardent, et les moins jeunes qui vont, mais vous faites quoi pour rester debout? Qu'est-ce que vous faites pour être des êtres de dignité? Quelle éducation vous vous donnez? Quelle présence, quel courage vous avez pour pouvoir défendre vos idées? Aujourd'hui, on a besoin de femmes, d'hommes, de journalistes, d'intellectuels, de politiques, d'enseignants aussi, qui défendent leurs idées. Est-ce que là, moins de risque face au lobby de toutes sortes par rapport à cette question bien précise? Oui, mais vous savez, les lobbies existent et existeront toujours. Et le lobby, il travaille à répandre ses idées avec les moyens financiers qu'il peut avoir et puis les relais qu'il peut avoir. Ça a toujours existé. Notre lobby à nous, c'est un lobby de la conscience. Il y a une chose qui est très importante. C'est, vous savez, nous pensons qu'il y a quelque chose qui s'appelle la fitra. C'est-à-dire quelque chose qui est dans le cœur de tous les êtres humains. C'est partout.
même chez ceux qui ne sont pas musulmans, même chez nos amis, nos concitoyens chrétiens ou athées, on pense qu'il y a une étincelle. Et quand vous dites la vérité, quand vous êtes un homme de courage, quand vous rappelez des principes, ils entendent. Certains seront emportés par le courant dominant, mais certains entendent. Et moi, quand je parle aujourd'hui, vous savez pourquoi on dit toujours que j'ai un double discours? Parce qu'il ne faut pas qu'on entende ce que je dis. La façon de faire en sorte qu'on n'entende pas, c'est de dire « Ah, il a un double discours, il pense autre chose ». Mais aujourd'hui, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, quand je viens ici au Sénégal, là maintenant, vous parlant, il y a plein de femmes et d'hommes qui sont des concitoyens sénégalais. Et quand ils entendent, ils se disent « Il y a quelque chose de juste là-dedans ». Nous, il faut qu'on ait le lobby du juste, le lobby de la justice, le lobby de la dignité. En face de l'indigne, faisons un lobby de la dignité, faisons un lobby des justes, des gens qui ne se laissent pas faire et qui ne se laissent pas appâter par l'argent, qui ne se laissent pas appâter par les pouvoirs. Eh bien voilà, un lobby, faisons un lobby. Cette justice, c'est justement les élites qui doivent la porter. Pas seulement. Pas seulement. Les élites ont un rôle déterminant, je suis d'accord. Mais les mouvements sociaux, mais les gens qui sont... Il y a énormément, vous savez ceux qui crient leur résistance. Aujourd'hui, un des courants culturels, musicaux, qui a le plus d'impact en France, par exemple, ce sont des jeunes rappeurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Les rappeurs aux États-Unis aussi. Moi, j'en ai rencontré un qui s'est converti à l'islam et un autre qui n'est pas musulman. Ils sont la voix du refus parce que le peuple entend, les gens sentent quelque chose. Donc, il faut de ce point de vue-là qu'on puisse être connecté à ces voix-là. Et il y a plusieurs façons de l'être. Dans la voie du refus, dans l'organisation sociale et l'organisation du terrain, dans l'éducation, dans les mouvements sociaux, il faut créer des mouvements de pensée. Et puis, il faut compter sur le fait que les gens, ils ne se sentent pas bien. Moi, je suis un occidental. Je suis né et j'ai vécu toute ma vie en Occident. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être de nous tous. Il y a un mal-être. Et quand je viens en Afrique, il y a aussi un mal-être. Il y a des espaces de paix, puis il y a un espace de mal-être. Donc, il faut que ce mal-être-là, on ne s'y noie pas, mais on l'utilise pour être des acteurs de notre futur. Et puis je vais vous dire une chose aussi qui est importante. Là aussi, ça vient d'un vrai message spirituel. Dans le livre qui s'appelle L'autre en nous, le développer une philosophie du pluralisme, je fais le parcours de toutes les philosophies. Et il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord. La justesse d'une lutte ne se mesure pas à ses résultats. La justesse d'une lutte se mesure à la justice de son propos et de ses principes. Et qu'à partir d'un certain moment, moi je vais peut-être mourir, j'aurai peut-être vraiment rien accompli si ce n'est d'avoir réveillé, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, certaines consciences. Mais c'est que ça qui compte. C'est de ne pas être mort lâche, de ne pas être mort passif, de ne pas être mort corrompu, de ne pas être mort caché, d'être mort digne. Après, on a réussi, on n'a pas réussi. La dignité de la mort, c'est la réussite. Ce n'est pas la dignité du résultat. Il y a des gens qui réussissent dans la lâcheté et la corruption. Quelle réussite spirituelle? Alors, la réussite spirituelle, c'est ça. La réussite spirituelle, c'est de se dire devant l'unique, devant Dieu, de se dire, voilà, Dieu ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter. Mais ce qu'il peut porter, il doit le faire, comme femme, comme homme. C'est-à-dire de se battre. Que les femmes ne soient plus des victimes de ce que font les hommes, mais qu'elles se prennent en charge au nom même de leurs principes islamiques. Il ne s'agit pas d'être une femme contre les hommes, mais d'être une femme avec l'islam et avec les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'islam qui a un problème avec les femmes, c'est certains hommes. Donc il faut qu'on travaille ensemble, donc il faut qu'on se prenne en charge. Et ça c'est aussi une lutte sociale pour l'éducation. Une société qui ne donne pas à chaque femme et à chaque homme le droit à l'éducation élémentaire agit contre les principes de l'islam, parce que le fondement de notre religion est basé sur l'éducation. Donc toute société qui ne le fait pas agit contre votre droit. Elle agit contre le... Et à un point qu'à des moments donnés, la pauvreté peut mener à la négation. C'est-à-dire la pauvreté peut amener jusqu'à nier Dieu. Donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on se batte pour ça. Ça, c'est nos luttes. Et tout ça est enveloppé dans une vraie conscience spirituelle. La vraie conscience spirituelle, qu'est-ce qu'elle dit? Bats-toi jusqu'au bout de tes forces dans cette vie en sachant qu'après la vie, il y a la vie.
C'est ça, c'est bien comprendre ceci. Après la vie, il y a la vie. C'est-à-dire que cette vie, elle est juste un passage. Qu'il faut être sur cette vie comme un passant et un étranger. Mais attention, un passant qui regarde l'ordre des choses et un étranger qui n'est étranger qu'à la cupidité des gens, jamais à la dignité des hommes. Je ne suis pas étranger à la dignité des hommes, mais je suis étranger à la corruption, à la volonté de pouvoir. Oui, je suis étranger à ça. Parce que le monde, c'est ceci, c'est ce jeu-là. Il y a beaucoup de jeux de ce point de vue-là. Donc c'est une vraie éducation spirituelle, c'est une vraie éducation personnelle, c'est un vrai combat. C'est pas facile, mais c'est là où on doit se mobiliser. Et nous, c'est ce que j'essaye de faire. Toute ma relation avec l'Afrique a été celle-ci. Quand on a commencé, il y a 13 ans, tout le colloque international des musulmans de l'espace francophone, c'est de dire, attendez, première libération, le langage. Vous parlez français, on parle français, comment utilise-t-on la langue? Ensuite, comment va-t-on nous engager par rapport à la laïcité? Est-ce qu'on a un problème? On n'a pas de problème. Si la laïcité elle est bien appliquée, elle nous laisse la possibilité de vivre comme des musulmans et elle protège nos droits. Deuxième élément, qu'en est-il de l'économie? Ensuite, qu'en est-il de la dignité de la société civile, de ce qu'on nous annonçait comme les principes du millénaire qui devaient nous libérer de la pauvreté, on n'y arrive pas. Et puis la bonne gouvernance, parce qu'aussi on a quelque chose à dire. Au lieu de parler d'un État islamique dont personne ne connaît, attention, un État islamique, un État fondé sur des principes de bonne gouvernance, la transparence, l'élection, le respect du pluralisme, tout ça on doit en parler. Disons que c'est des principes éthiques. Et nous n'avons pas des principes éthiques qui soient qu'à nous, qu'on protégerait contre tout le monde. Non, nous avons des principes éthiques universels. Nous les partageons avec tout le monde. Nous devons rentrer dans ce débat-là. Donc le but, c'était pour nous de dire, mon expérience de musulman occidental, avec l'expérience des musulmans africains, eh bien, on doit les changer. Notre fraternité dans la foi, elle est notre dignité dans l'humanité. Donc on doit pouvoir le faire. Et avec des gens d'autres confessions également. Nous n'avons pas un message qui soit dans l'altérité, non, dans l'universalité, l'ouverture. Khalil Ramadan, merci d'avoir été venu sur ce plateau de la TFM pour parler des questions d'actualité, des questions qui touchent au monde musulman et au monde tout court. Merci d'avoir été venu. Je rappelle que Khalil Ramadan est professeur islam contemporain à Oxford, au Royaume-Uni. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Bonsoir.